Bienvenue à tous pour cette pièce de clôture de la 39e édition du Festival Théâtrical. Donc la pièce de ce soir s'appelle Déconfiture en Attique. C'est une pièce de Yann Pirakis qui sera mise en scène par Jean-François Pirat. La pièce va durer 1h20 et sera sans entracte. Vous avez vu qu'on a du matos pour une bonne captation ce soir, donc on vous demandera de faire attention pendant les éventuels déplacements pendant la pièce. Pas être trop visible. Pensez à bien mettre vos téléphones en silencieux. Et on a déjà des photographes, donc on partagera les photos à tous. N'hésitez pas à éviter au maximum de prendre des photos pour gêner les comédiens. Pour le blabla habituel. Les toilettes sont là. Première porte pour les messieurs, dernière porte pour les dames. Sur ce, faire des cours sont là-bas. Bonne soirée. Merci. Qu'est-ce que tu lis? Un article sur le concours Eurovision. Ce sont des fadaises. Excuse-moi de m'intéresser à des futilités. Tu es grognon aujourd'hui. Tu as mal dormi? Non. C'est la nuit prochaine que je vais mal dormir. C'est une façon élégante de me dire que je dois me taire. Non, vas-y, parle. Ça n'y changera rien. Changer quoi? Rien, je me comprends. Vas-y, parle. De quoi souhaites-tu que je parle? De ton article, celui que tu es en train de lire. J'en meurs d'envie. Pas tant que ça. Mais puisque tu me le demandes, je ne peux pas te décevoir. Qu'est-ce qu'ils disent dans ton article? Ils disent que cette fois-ci, on a des chances de gagner. On va être number one. C'est écrit là. Voilà qui devrait nous réjouir. Bah oui, nous devons nous en réjouir. Nous avons peu d'occasions d'être fiers de notre pays. Fier de quoi? Une chanson insipide et sentimentale. Eh bien oui. Ce sont les chansons sentimentales qui font le tour du monde, qui touchent le cœur des hommes et qui rapprochent les peuples. Qui rapproche les peuples. Comment peut-on dire de telles sornettes? Ce ne sont pas des sornettes. La musique, c'est du partage. C'est une façon de nous comprendre quand bien même nous ne parlons pas la même langue. J'appelle ça de la musique. Cette chanson, 3 notes languissantes, qui peinent à masquer des paroles puériles. Tu n'y connais rien. 3 notes suffisent pour faire une bonne chanson. Quant aux paroles, elles ont le mérite de parler à tout le monde. Ah oui. Si tu pars à mes montagnes, ma solitude t'écoute. Tu crois vraiment que ça parle à tout le monde? C'est de la poésie. Fais de la poésie à bon compte avec toi. De toute façon, poésie ou pas, c'est en grec. Personne ne comprendra. Si, nous, les Grecs, au moins, cela nous rapproche.
rapprochera. Oui, comme toujours. Les Grecs ensemble, dans la défaite, ils ont l'habitude. Mais nous allons gagner. Non. La Grèce perd toujours. Pas cette fois. Avec cette chanson, nous vaincrons. Et tu as quoi dans les oreilles? Des bouchons. Quand tu ne ronfles pas, tu râles. Il faut que je me préserve. Pourquoi faut-il toujours que tu crois aux mensonges et aux balivernes que la presse raconte? Tu te berces toujours d'illusions. Tu as cru que tout irait mieux? Que nous émergerions à nouveau? Mais regarde, on est notre pays maintenant! Là, tu vas trop loin. Je parle d'un simple concours de chansons et toi, tu me parles de la crise. Ce n'est pas un simple concours, c'est de la politique! Mais qu'est-ce que tu dis là? Tu ne crois pas que c'est de la politique? Alors explique-moi pourquoi l'année dernière le Portugal a gagné. Parce qu'ils avaient une très belle chanson. Si le Portugal a gagné, c'est parce qu'il a prouvé que c'est une économie sur laquelle on pouvait miser. Il s'est repris en main, c'est un bon élève désormais. Nous sommes des ânes, relégués au dernier rang de la classe. Les mains sur la tête, le revolver braqué sur nous. Tu vas trop loin. Et un jour, ils nous tueront. Vraiment, tu exagères. Non. J'ai les pieds sur terre. Contrairement à toi. Toi, tu aimes à penser que demain, il y aura des lendemains meilleurs. Que plus grande aura été notre peine, plus grande sera notre récompense, que les efforts que nous accomplissons seront payés d'un juste retour. Foutaise! Notre mort a été décidée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es vraiment pas dans ton assiette aujourd'hui. La vie d'un Grec rapporte bien moins que celle d'un Portugais. C'est pourquoi eux vivront et nous mourrons. Et qui déciderait ça? Je suis curieuse de le savoir. Ceux qui bientôt nous déposséderont de notre maison, ce sont les mêmes. Ne dis pas de bêtises. Personne ne nous chassera de notre maison. Elle est à nous. Tant que nous pouvions la payer, c'était vrai. Pourquoi parles-tu au passé? Nous continuons à la payer, non? Non? Tu m'inquiètes. Parle. Dis-moi que nous continuons à la payer. Nous n'en avons plus les moyens. Mais je ne comprends pas. Mais que veux-tu dire? C'est pourtant clair, nous n'avons plus les moyens de payer la maison. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Ce ne sont pas des bêtises. C'est la triste réalité. Nous ne pouvons plus payer. Nous ne pouvons plus? Mais comment est-ce possible? Tu le sais bien. Mon entreprise a fait faillite, je suis au chômage, ton salaire de fonctionnaire a diminué de moitié. Mais nous avons des économies, l'héritage de mes parents. Envolé! Nous n'avons plus un sou de côté. J'en étais sûre, c'est une blague. Tu te moques de moi. Nous faisons attention à tout. Nous ne dépensons même pas. Nous ne dépensons que le strict nécessaire, je ne comprends pas. C'est vrai, mais cela ne suffit pas. Nos revenus ne couvrent pas nos dépenses. Et puis nous aidons nos enfants aussi. Encore heureux? Comment vivraient-ils sans nous? Avec cette crise? Oui, la crise. Si nos enfants la subissent, forcément nous la subissons nous aussi. Tu parles vraiment sérieusement? Très sérieusement. Mais la banque est au courant? Évidemment, j'en sors. Et que dit-elle? Que veux-tu qu'elle dise? Elle le prend mal. Comme une banque peut le prendre. C'est-à-dire, elle propose des solutions? Des solutions, non. Une solution, oui. Tu me rassures. Elle va nous aider à payer les traites. Si on veut. Une autre solution? L'apurement de notre dette. Alors là, tu rêves. Mais quoi alors? On a discuté longuement avec la banque. Il n'y a qu'une solution. La vente de notre maison. J'en étais sûre. Tu te moques de moi. C'est encore une de tes blagues. Bon, moi, je n'ai pas du tout envie de plaisanter. Tu es vraiment sérieux? C'est la seule solution, nous n'y échapperons pas. Échapper à quoi? À la vente! La vente de notre maison! Mais tu veux dire... Tu as très bien compris! Notre maison sera vendue aux enchères. Mon Dieu. La maison? Notre maison? Mais c'est impossible! Tant de sacrifices pour en arriver là. Non,
Je ne veux pas. Je refuse. Nous allons nous battre. Nous devons trouver une solution. Nous n'allons pas les laisser nous prendre notre maison. C'est notre vie, c'est notre cœur qu'ils arrachent. Ils ne gagneront pas. Quelle solution proposes-tu? Je ne sais pas. Il faut y réfléchir. Trouver un plan. Non, je ne me laisserai pas déposséder de ma maison. Elle est à moi. Personne ne me la volera. Nous allons résister. Ils vont voir qu'ils ont à faire. Nous allons résister. Je ne les laisserai pas entrer chez nous. Je vais obstruer les fenêtres, sceller les portes, murer le jardin. Les chats ne rentreront pas. Nous ferons comme en 73 à l'école polytechnique. En 73, il y a eu des morts. Tu veux vraiment prendre ce risque? Nous partirons à l'étranger, à Paris, comme Venizelos. Avec notre maison sur le dos. Ne te moque pas de moi. Tu te moques toujours de moi. Et si nous vendions notre voiture? C'est un début. Quoi d'autre? Notre garage. Puisque nous n'aurons plus de voiture, vendons notre garage. Quoi d'autre encore? Je ne sais pas. Nous avons forcément d'autres choses à vendre qui ne nous sont d'aucune utilité. Ah, tiens par exemple, ta collection de Comboloy. Plus sérieusement? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Ça fait des heures que j'y pense. J'ai étudié toutes les options. Ce que l'on peut vendre ne couvrira qu'une partie infime de nos dettes. Il n'y a qu'une seule solution. Nous devons aller chercher l'argent là où il se trouve. Où comptes-tu chercher? Tu vas faire du porte-à-porte? Tu vas solliciter nos voisins, nos amis? Plus de la moitié est au chômage. Mon meilleur ami a été expulsé de sa maison. Il a été contraint de dormir pendant des semaines dans sa voiture avec sa femme et ses enfants avant de se résoudre à revenir dans son village natal comme ouvrier agricole. Tu crois qu'il pourra t'aider? Tu vas demander au comité de quartier? Tu n'obtiendras que quelques couvertures et un bol de soupe. Personne ne peut nous aider. Nos amis et nos voisins sont eux aussi au bord du gouffre. Je ne pensais pas à eux. À qui d'autre alors? Tu n'as pas une idée? Non, je n'en ai aucune. Je ne vois personne. Pourtant, cette personne existe et tu la connais. Tu racontes n'importe quoi. Je te dis que je ne connais personne en mesure de nous aider. Arrête avec tes devinettes et crache le morceau. Je te le répète, celui qui peut nous sauver, tu le connais très bien. Oh, mais tu racontes n'importe quoi. Tu veux me faire devenir folle. Je te dis que je ne vois pas de qui tu parles. Fais un effort! Mais tu es insensé puisque je te dis que je ne vois pas. Combien de fois faudra-t-il te le répéter? Tu es décidé à me faire tourner en bourrique? Dis-moi à qui tu penses. Andreas! Non. Non, pas lui. Pas lui, je t'en prie. C'est la seule personne riche que nous connaissons. C'est au-dessus de mes forces. Est-ce que nous avons vraiment le choix? Je te rappelle que nous sommes fâchés, lui et moi. Vous l'êtes depuis si longtemps qu'il a sans doute oublié les raisons de votre brouille. Moi, je n'ai pas oublié. Je ne veux pas le voir. Tu t'auras donc fait du mal doublement. Il y a 30 ans et aujourd'hui, en t'interdisant de lui demander son aide. Finalement, c'est toujours lui qui gagne. Tu sais très bien qu'il ne donne rien sans contrepartie. Il va nous imposer des conditions que nous ne pourrons pas tenir. C'est un tyran. Il va profiter de la situation. Il suffira d'être plus malin que lui. Mais non, il est plus rusé que tout le monde. C'est un fourbe. Il va nous enchaîner. Nous trouverons un moyen de le manœuvrer à notre avantage. Et puis, c'est la seule solution, tu dois l'admettre. Si je le contacte, il ne répondra pas. Nous ne l'intéressons pas. Ce qui l'intéresse, lui, c'est l'argent. Or, nous n'en avons pas. Plus que l'argent, c'est le pouvoir qui l'intéresse. Il aime exercer son pouvoir sur les faibles. Si nous lui demandons de l'aide, nous lui montrons que nous sommes faibles. Il ne pourra pas résister. Mais justement, il va profiter de la situation. Je ne pourrai pas le supporter. Tu sais très bien combien il a pourri mon adolescence et comment il a réussi à me discréditer auprès de mes parents. Je ne veux pas que ça recommence. Tes parents sont morts désormais. Il n'y a plus de risque. Mais s'il s'attaque à nos enfants,
Tu accordes trop de crédit à sa malveillance. C'est comme ça qu'il a pu te tenir. Nos enfants verront clair dans son jeu. Tu n'es plus seul désormais. Tu nous as, moi et les enfants. Ensemble, nous saurons faire face. J'en tremble. Je sais que ce que je te demande est difficile. Je sais que ça réveille en toi de mauvais souvenirs. Seulement, tu es une autre personne aujourd'hui. Tu as mené une belle vie. Menée de personnes, entourée de personnes, qui ont pour toi de l'estime et du respect. Tu es une autre femme aujourd'hui. Une femme qui sait ce qu'elle veut et qui ne s'en laisse pas compter. Cette femme-là, ton frère ne la connaît pas. Il ne pourra pas t'atteindre. Tu as raison. C'est mon devoir de l'appeler. Et il n'y a aucune raison d'avoir peur de lui. Je vais le faire. Mais pas seulement pour la maison. Aussi parce que mon frère doit savoir qui je suis devenue. Mais s'il essaye de me bourrer le crâne, oh, je le... Pas avant que nous ayons eu ce que nous voulons. Ne t'inquiète pas. Il va cracher au bassinet, je te le promets. Ah, pas un mot aux enfants, s'il te plaît. Je ne veux pas les affoler. La vie est déjà si pénible pour eux. Ils n'en sauront rien. Je serai muet, comme une tombe. Tu le connais, toi, l'oncle Andreas? Oui, je le connais. Nous étions amis bien avant que je ne fréquente ta mère. Nous traînions beaucoup ensemble. Grâce à lui, je connaissais toutes les tavernes et tous les bars d'Athènes. Dès qu'un nouvel établissement ouvrait, il m'y entraînait. Et pas seulement dans les endroits chics. Dans les endroits alternatifs aussi. L'underground, comme nous disions à l'époque. Nous passions beaucoup de temps dans un lieu appelé la Décadence. La Décadence? Ce lieu mythique? Tu as fréquenté des lieux subversifs, toi? Dans les années 80, nous pensions que tout était possible. Nous étions enthousiastes, nous étions libres. Notre pays changeait. Tout était si facile. Chaque jour apportait son lot de surprises. Je n'étais pas subversif. J'étais emporté par le courant, le flot de nouveautés. Andreas, lui, voyait les choses autrement. Il était bien décidé à ne pas se laisser conduire par l'agitation. Il voulait dompter le tohu-bohu. On peut dire qu'il a atteint son objectif. C'est-à-dire? Disons qu'il a bien su tirer parti de la situation. On dirait que tu ne l'apprécies pas beaucoup. Je n'ai aucune opinion sur lui, je ne l'ai pas revu depuis 30 ans. C'est étrange. Jusqu'à hier, maman et toi, vous n'en parliez jamais. Enfin, nous connaissions son existence et c'est à peu près tout. Nous pensions que vous étiez fâchés. Et voilà qu'aujourd'hui, il débarque pour un repas de famille. Vois-tu, papa, je ne sais pas comment te le dire. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il se passe quelque chose de grave, de très grave. Tu t'inquiètes pour rien. Comme tu le dis, c'est un simple repas de famille. Il est normal que ta sœur, ta mère veuille recevoir son frère. Ça se passe ainsi dans toutes les familles. Dans les familles en général, les enfants rencontrent leurs oncles et tantes dès leur prime enfance et continuent de les voir de loin en loin, à l'occasion des anniversaires, des réunions de famille, des festivités. Mais nous ne l'avons jamais vu. J'ai 27 ans et je ne sais même pas à quoi il ressemble. Ta curiosité sera satisfaite bientôt. Dans un quart d'heure à peu près.
Ma curiosité sera satisfaite quand tu m'auras expliqué les raisons de sa venue. Je ne brûle pas d'impatience de le rencontrer, puisque son absence m'a toujours été naturelle. Pour moi, il n'est rien. Il n'a jamais existé. Seulement, dans quelques minutes, il sera là. C'est ça que je trouve surnaturel. J'ai besoin de savoir pourquoi. Peux-tu tout simplement imaginer qu'il manquait à ta mère et qu'elle avait envie de le revoir? Soudainement, Et pourquoi pas? quand quelqu'un nous manque, ça n'arrive pas d'un coup. Il y a des signes, des soupirs, des regrets qu'on exprime, des souvenirs qu'on évoque. Mais rien de tout ça ne s'est manifesté chez elle. Maman n'a jamais montré la moindre mélancolie, la moindre nostalgie. Tu peux regarder son visage pendant des heures, tu n'y trouveras aucune trace d'amertume. Son regard est droit et franc. Rien ne parvient jamais à l'obscurcir. Son frère ne lui a jamais manqué. Papa, ne me ment pas, il se passe quelque chose de grave. Non, il ne se passe rien de grave. Rien qui ne doive t'inquiéter. Donc il se passe quelque chose. Mais non! Papa, cesse de me mentir, tu ne parviens qu'à m'alarmer davantage. Je ne suis plus une petite fille, inutile de me ménager, je suis en mesure d'affronter une mauvaise nouvelle. Non, tu nous as pas élevés dans la ouate, tu vas pas commencer aujourd'hui. Je te rappelle que nous vivons en Grèce, les mauvaises nouvelles, ça nous connaît, c'est notre lot quotidien. Alors parle! Je n'ai rien à dire. Que veux-tu que je te dise? Je ne vais tout de même pas inventer des bobards parce que tu aimes les mauvaises nouvelles. Mais personne ne les aime, papa, mais vouloir les ignorer ne nous aide pas à avancer. Ancré de toutes pièces, pas davantage. Tu te tracasses inutilement. Mais à quel jeu joues-tu? Tu crois sincèrement que je ne vois pas que quelque chose ne tourne pas rond? Tu prétends qu'il ne se passe rien, que je ne dois pas m'inquiéter, alors que ton corps me dit le contraire. Tu figures que je n'ai pas vu que ta chemise était détrempée et que ta démarche manquait d'assurance? Tu mens! Calme-toi, ma fille, ne crie pas! Je cesserai de crier quand tu m'auras dit la vérité, pas avant! La vérité, papa! Cette conversation n'a aucun sens. Tu déraisonnes, ma fille. Je reviendrai quand tu auras recouvré tes esprits. Ah non! C'est trop facile! Tu ne vas pas te défiler! Tu dois parler! La vérité, papa! C'est tout ce que nous demandons! Si vous vous mettez à deux, Maman est aussi têtue que toi. Elle aussi refuse de parler. c'est peut-être parce qu'il n'y a rien à dire. Maman ne sait pas mentir. Ses yeux disent le contraire. Elle est un peu ébranlée, voilà tout. Ça fait 30 ans qu'elle n'a pas vu son frère. C'est normal qu'elle soit un peu tendue. C'est autre chose que j'ai vu dans ses yeux. Tu te fais des idées. Il dit qu'il a vu autre chose. Maman est malade, c'est ça? Elle va mourir! C'est ça que vous nous cachez tous les deux! Mais pas du tout. Mais comment pouvez-vous songer le moindre instant? C'est donc toi qui es malade! N'ai-je pas raison? Non, tu as tort. Je suis en pleine forme. Regonflé à bloc. Comment se fait-il que tu éprouves le besoin de dire que tu es regonflé à bloc? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose que tu dois affronter? Une catastrophe que tu dois surmonter. C'est un véritable interrogatoire. C'est ridicule. Vous m'ennuyez à la fin. Ça suffit, je ne répondrai plus à vos questions. Nous ne te lâcherons pas tant que tu n'auras pas dit la vérité! Nous n'abandonnerons pas. Qu'importe. Vous aurez beau me tourmenter, je répondrai toujours la même chose. Il n'y a rien qui doit vous inquiéter. Papa! Tu ne peux pas ne pas nous parler. Ces dernières années ont été difficiles pour toi. Mais jusqu'à présent, tu ne nous avais rien caché. Quand tu nous as fait part de tes premières difficultés avec ton entreprise, nous t'avons écouté et soutenu. Quand tu as été dans l'obligation de liquider ta société, nous t'avons réconforté. Nous t'avons aidé par tous les moyens à trouver du travail. Tu n'en trouvais pas? Nous t'encouragions, sans cesse. Nous ne lâchions pas le morceau. Et qu'importe si tu n'as toujours pas trouvé. Nous sommes une famille. Nous sommes avec toi. Nous vivons ce que tu vis et nous continuons à te soutenir. Tu n'es pas seul. Tu ne seras jamais seul. Aujourd'hui, il y a moins d'argent qui rentre à la maison. Qu'importe. Ce qui compte, c'est que nous soyons ensemble et que nous nous tenions les coudes. C'est ça qui est important. Notre famille. Mais pour que notre famille continue d'être une famille, il est impératif que nous nous parlions.
que ce qui te tourmente soit exprimé et que nous partagions ta peine. Tu dois nous parler. Panayotis, tu es le meilleur des fils. Tu ne veux que notre bien. Malheureusement, cette fois, ton affection ne nous aidera pas. Je ne veux pas que ta sœur et toi en subissiez les conséquences. Ma fille, si je ne dis rien, c'est que j'estime que ton frère et toi avez droit à un peu de légèreté, d'insouciance. Je veux que vous conserviez votre impertinence. Sans un peu de désinvolture, vous ne sauverez pas le monde. Mais nous sauverons le monde un autre jour. Ce qui compte en ce moment, c'est toi et maman. Tu ne peux pas renoncer. Mais je ne renonce pas. Ce que ta mère et moi sommes sur le point d'entreprendre en est l'illustration. Seulement, je veux que vous teniez à l'écart. Qui te dit que tu n'auras pas besoin de notre impertinence? Yorgos, ils ont raison. Zoé et Panayotis ont le droit de savoir. Non, Dina, nous avons promis de ne rien dire, il faut s'en tenir à ça. J'ai beaucoup réfléchi. Quand nous prétendons vouloir les préserver, nous nous mentons à nous-mêmes. Nous tentons surtout de nous prémunir. Nous prémunir contre quoi? Contre la honte, celle de ne pas avoir été à la hauteur, celle de ne pas avoir été les parents qu'ils méritaient. Nous sommes emplis d'orgueil et nous craignons qu'ils ne nous estiment plus. Nous nous trompons. Si nous ne disons rien, c'est là qu'ils ne nous estimeront plus. Papa, maman, nous ne vous demandons pas d'être parfaits. Il ne s'agit pas d'être à la hauteur. Il s'agit encore moins d'estime. C'est de l'affection que nous éprouvons pour vous. Simplement de l'affection. Nous avons bien vu que quelque chose vous préoccupait. Mais nous ne cherchons pas à connaître la vérité pour vous juger et vous condamner ensuite. Nous ne prétendons pas non plus que nous serons aptes à vous prêter main forte. Mais ce que nous savons, c'est que si vous partagez vos craintes avec nous, elles vous paraîtront moins lourdes. C'est ça que notre affection est à même de vous apporter, du réconfort. Asseyez-vous les enfants. Je vais tout vous expliquer. Ce que j'ai à vous dire n'est pas très facile à entendre. Et je vous invite à ne pas réagir trop vivement. La situation mérite que nous l'abordions avec sang-froid. L'animosité et la colère ne résoudront rien. Nous nous contiendrons. Tu peux compter sur nous. Nous serons imperturbables. Bien. Ma chérie, tu ne préfères pas que je leur dise moi? C'est inutile. Je crois que j'y arriverai. Voilà. Nous ne pouvons plus payer la maison. La maison risque d'être saisie et vendue. Nous savons combien cette nouvelle peut vous affecter, car elle induit des conséquences plus graves encore. Quitter le quartier, quitter Athènes, le pays peut-être, partir, abandonner vos amis, renoncer à vos rêves, à vos projets, abandonner vos vies. Sans avoir la certitude de pouvoir reconstituer ailleurs l'amorce d'une vie meilleure. Mais tout cela, nous ne souhaitons pas que vous le viviez. C'est pourquoi nous sommes déterminés à tout faire pour garder la maison. Cela explique l'arrivée du frère prodigue. En effet, nous comptons sur lui pour nous secourir. Comment? Andreas a beaucoup d'argent. Suffisamment pour payer mes dettes. Les traites de notre maison. Bien plus que tu ne peux imaginer. Mais il y a cependant un obstacle que vous semblez ne pas prendre en compte. Ça fait 30 ans que vous ne vous êtes pas vus. Vos liens s'avèrent pour le moins distendus. Comment comptez-vous faire pour rallumer la flamme fraternelle?
C'est tout l'objet de ce repas. Nous allons jouer à la famille modèle. Mais nous sommes une famille modèle. Plus sérieusement, je sais qu'un différend a pu nous séparer, mon frère et moi, mais je suis certaine que la paix est possible. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de rester vous-même et de susciter son intérêt. Nous le susciterons, n'est-ce pas, Panayotis? Nous ferons ce qu'il faut. Il va nous adorer. Il ne voudra plus nous quitter. N'en faites pas trop quand même. Vous risqueriez de le regretter. Yorgos, tais-toi. Mon Dieu, c'est lui. Pas de panique. Je vais l'ouvrir. Surtout, restons calmes. Que voulais-tu dire par vous risquerez de le regretter? Disons que l'altruisme n'est pas la qualité première d'Andreas. Votre mère ne serait pas heureuse si elle m'entendait aimer. Je me dois de vous mettre en garde. Andreas n'est pas ce qu'il paraît. Toute sollicitude de sa part n'est qu'un baiser empoisonné. Il ne voue un culte qu'à lui-même. Tu brosses un portrait bien sinistre de notre oncle. Que t'a-t-il fait? Ce n'est pas le moment d'en parler. Un jour tu l'apprendras. Pour le moment, je vous demande à tous les deux de rester vigilants. Rassure-toi, nous serons aux aguets. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Les bonimenteurs, ce n'est pas ce qui manque ici. Il est délectable, votre tsipouro. Ce petit goût de raisin de Corinthe qui éclate en bouche, c'est succulent, c'est extraordinaire. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Nous achetons notre tsipuro à une distillerie de Nopli. Tu passes toujours tes vacances à Nopli? Quand je t'ai rencontré, tu revenais déjà de Nopli. C'est fou comme rien ne change, finalement. C'est là que je suis né. C'est normal que j'y revienne. Tu as raison. Il ne faut pas négliger son terroir. C'est un remède contre la vanité. Ça remet les idées en place. Oh, je t'envie. Moi, dans ma position, je me dois de visiter des lieux insensés, dont le faste ostentatoire ne renferme une terre inféconde. Ah, je sais ce que vous allez penser, j'en fais trop. Ma façon de parler est emphatique. C'est vrai, je l'avoue. Ça n'empêche pas que je pense réellement ce que je viens de dire. Et puis j'ai conscience que mon discours est celui d'un anti. Alors que je suis comme vous, comme toi, ma sœur. Je descends d'un paysan magnotte et ça, je ne l'oublie pas. Quand grand-père a quitté le Magne, il n'avait que 6 ans. Moi, je n'ai jamais connu qu'Athènes. Je suis une enfant d'Attique et toi aussi. Tu as raison de me remettre à ma place. Tu le sais, je fanfaronne souvent. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est plus exaltant que d'exposer la réalité platement. Tu ne vas pas me stigmatiser parce que j'aime poétiser ma vie. Oh, je n'ai aucune envie de faire ton procès. Enfant, tu aimais déjà l'outrance et ton extravagance me faisait beaucoup rire. Je vais continuer d'en rire. Je sens que tu as des reproches à me faire. Dina n'a aucune critique à formuler à ton endroit. Elle aurait tort de ne pas le faire. C'est bien moi qui suis responsable de notre rupture. J'ai très mal agi il y a 30 ans et ça fait 30 ans que je le regrette. Voyez, Zoé, eh bien, je vous exhorte à ne pas agir comme moi. Vous êtes très complice, visiblement. Tâchez de ne pas détruire cette complicité. Ma question est peut-être déplacée, mais je tiens tout de même à la poser. Quelle est la raison de votre brouille? Oncle Andreas, que s'est-il passé qui justifie d'autant d'années de silence?
Je pense en effet que ta question est totalement déplacée. Je ne vois aucun inconvénient à répondre à ta question. J'ai commis de très graves erreurs et j'ai fait du mal à tes parents. Je pense que Dina n'a aucune envie d'en entendre parler. Merci Yorgos, je souhaite effectivement que nous évitions d'aborder le sujet. Tu me raconteras un jour. Ouais, un jour je te raconterai, Zoé. Quand on se connaîtra mieux. Je ne cherche pas à me réhabiliter, ni à demander à tes parents d'absoudre mes fautes. Elles sont de toute façon impardonnables. J'ai été d'une violence impitoyable. C'est le prix de la jeunesse. Tu es jeune. Tu sais donc avec quelle fougue, quelle véhémence, la jeunesse est capable de réagir face à ce qu'elle considère comme une injustice. Souvent, elle a raison. Mais parfois, elle se trompe. Tu as sans doute déjà ressenti ça, ce sentiment confus, que ta colère n'était pas dirigée vers la bonne personne, sans toutefois réussir à désigner le vrai coupable. Dites-moi, Zoé Panayotis, quels sont vos motifs de colère aujourd'hui? Eh bien, étant donné la situation actuelle de notre pays, j'imagine qu'il y a de nombreuses raisons pour être en colère. Je pensais à des raisons plus personnelles, plus intimes. Certes, la crise a des incidences sur nos vies, mais les raisons de notre insatisfaction, de notre rage, proviennent de causes plus individuelles, plus anciennes, qui ont fermenté durant l'enfance. Quels étaient vos rêves quand vous étiez enfant? Les miens étaient ordinaires, ceux d'une petite fille. Je vais pas t'en faire la liste, tu te moquerais de moi. Et les miens, ceux d'un petit garçon, rien d'extravagant. Être coureur automobile, épouser ma maîtresse d'école, ce genre de bêtises. Panayotis, d'après ce que je sais, tu as choisi d'embrasser une carrière de comédien. Comment le sais-tu? Nous n'en avons pas parlé. Je me suis toujours intéressé à vous. Ce n'est pas parce que vos parents et moi étions fâchés que j'ai tiré un trait sur vous, bien au contraire. J'avais des neveux. Il était impensable de ne pas savoir ce que vous deveniez. Je me suis informé, voilà tout. Donc, tu veux être comédien. Tu veux t'exposer, qu'on t'applaudisse. Tu veux être aimé. Ne pourrait-on pas imaginer que cette ambition ne résulte d'une blessure narcissique? Quand tu as compris, par exemple, que ta maîtresse d'école ne t'épouserait jamais. En devenant comédien, en te plaçant au-dessus des autres, tu restaures l'estime de toi qui avait été altérée. J'ai croisé mon ancienne institutrice il n'y a pas si longtemps. J'ai bien fait de ne pas l'épouser. Elle est hideuse. Tu as raison, Doré! Mon explication est sans doute tirée par les cheveux. Toutefois, tu t'es lancé dans un métier difficile, où les échecs sont plus fréquents que les réussites. Tu sais que tu ne mangeras pas toujours à ta faim. Pourtant, tu persévères, tu ne lâches pas. C'est donc une vocation dont tu ressens l'impérieuse nécessité. Aujourd'hui, ta colère est nourrie par tout ce qui empêche ta vocation de se déployer. C'est ça la plus grande injustice que tu endures. Tu as peut-être raison. Je n'avais pas envisagé les choses sous cet angle-là.
N'accorde pas trop de crédit à ce que je viens de dire. Il m'arrive souvent d'avoir tort. Je pense au contraire, mon oncle, que tu n'es pas loin de la vérité. C'est un point de vue qui mérite réflexion. Et je serais heureuse que tu mettes en pratique tes théories sur moi aussi. Et nous serons ravis d'entendre les spéculations de votre oncle après le repas. Pour l'instant, je vous demande de faire honneur à notre table. Je vais chercher le yuvetsi qui doit être cuit désormais. Il y a le vin aussi à sortir de la cave. Yorgos, lève-toi s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide pour le vin. Je viens. Je pense qu'il nous espionnait pendant toutes ces années. Tu as vu? En train d'embobiner nos enfants. Je la sens très mal cette histoire. Dépêchons-nous, nous ne devons pas les laisser seuls trop longtemps avec lui. J'ai le sentiment que vos parents n'apprécient pas tellement la tournure de la conversation. Oh, ils sont simplement tendus, voilà tout. On le serait à moins dans pareille situation. Ils vont finir par se décontracter, j'en suis sûr. Il faut être indulgent. Et ils se demandent à quelle sauce je vais les manger. Je ne leur donne pas tort, alors que là, je ne serai pas tranquille. Que veux-tu dire? Tu vas leur faire du mal? C'est ce qu'ils t'ont dit, que j'allais leur faire du mal? Non, rien dit du tout. Pas même qu'il fallait se méfier de moi? Je vois que ça, au moins, ils l'ont dit. 30 ans se sont écoulés. Je ne peux pas les blâmer d'en être restés à leur dernière impression. Seulement, 30 ans, c'est long, très long. D'autant plus long si l'on doit les vivre dans l'isolement séparé de ceux qu'on aime, avec pour seul compagnon le chagrin et les remords. Aussi, maintenant que nous sommes à nouveau réunis, je ne vais pas gâcher la fête. Rassurez-vous, je ne vous veux que du bien. J'aurais tort de ne pas saisir l'occasion de prodiguer mon affection. J'en étais privé trop longtemps. Pour commencer, j'ai à chacun de vous un petit cadeau à faire. Commençons par toi, Panayotis. Prends. Je pense que ça t'aidera. Est-ce que c'est de l'argent? Ouvre, tu verras. C'est des questions d'argent, je ne peux pas accepter. Bien sûr que tu peux. Nous connaissons à peine et tu m'offres de l'argent. Je trouve que c'est indélicat. Ce serait plus indélicat encore de le refuser. On ne refuse jamais un cadeau. Il y a une heure de cela, tu étais un inconnu. J'ai besoin de te connaître un peu plus pour... Pour pouvoir juger qu'il ne s'agit pas d'un cadeau empoisonné, que je n'essaie pas de te corrompre, de marchander ton amitié, d'acheter ton affection. Ah, tes réticences sont tout à ton honneur. Je te propose un compromis. Tu gardes l'enveloppe dans ta poche, tu ne l'ouvres pas. Et quand tu considéreras que tu me connais suffisamment, ou tu décideras de l'ouvrir et de l'utiliser, ou tu me la rendras. Ça te convient? J'imagine que c'est un bon compromis. Nous sommes donc d'accord. À toi, Zoé. Voici ton enveloppe. Elle est à toi. Je suis désolée, mon oncle, je refuse cette lettre et peu importe ce que c'est, je refuse aussi ton compromis. Je n'ai pas besoin d'argent. Ah, je savais que tu refuserais. Tu es la plus intransigeante de la famille, et ça me plaît. Vois-tu, j'aime à penser que mes neveux ne se laissent pas facilement amadouer. Vous tenez à votre liberté. Vous ne voulez dépendre de personne. J'aime votre fougue. Le pays a besoin de votre indocilité et de votre insoumission. C'est ainsi que vous réussirez à prendre la place qui vous revient. Je ne cherche à prendre aucune place. Oh, je sais ce que tu penses. Prendre une place, c'est la ravir à quelqu'un d'autre. Tu as parfaitement raison.
Sur ce point, tu ne te fais aucune illusion. Cependant, ton raisonnement est incomplet. Tu évites de t'interroger. Tu évites de t'interroger sur les moyens d'en tirer parti. C'est comme si tu disais que l'homme est mauvais et que tu ne t'en donnais qu'à ton observation sans chercher les remèdes qui le rendraient meilleur. On peut ravir une position et utiliser les privilèges que cette position nous donne pour construire un monde meilleur. Je ne fais pas autre chose aujourd'hui, à mon petit niveau. Je ne cherche qu'à réparer les injustices de la vie et à vous offrir de quoi vous remettre sur les rails. J'ai sans doute été maladroit, peut-être même offensant. Ce n'était pas mon intention. Je voulais vraiment vous faire plaisir. Nous ne remettons pas en cause ta sincérité et ta bonne volonté. C'est très généreux de ta part, mais comprends que nous ne pouvons pas accepter. Zoé a raison. Nous devons refuser. Tu penses vraiment que tu en as les moyens? Que veux-tu dire? Tu crois sincèrement que tu peux te permettre de cracher sur cet argent? Je ne comprends pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je me suis informé sur vous. Vous avez voulu me mystifier et contrefaire l'image d'une famille d'idéal. Une famille sans histoire, avec de beaux enfants vertueux. Aucune famille n'existe sans son lot de turpitude, à commencer par la vôtre. Crois-tu que tes parents seraient heureux d'apprendre que tu n'es pas celui qu'ils pensent? Ce fils, si dévoué, si aimant et tellement honnête, qui s'efforce de courir les cachets pour vivre de sa passion, le théâtre, si malheureux de ne pas décrocher de rôle à sa mesure, contraint de travailler presque toutes les nuits dans les tavernes et les bars, à faire la plonge, le service, pour mettre du beurre dans les épinards. Il y a... tout ça, ce n'est qu'une fiction destinée à l'oreille des parents. Je ne te permets pas. Panayotis! À combien se montent tes dettes de jeu? 1000, 2000, 5000, 10 000 euros? Tiens, et voilà. C'est à ça que ton frère passe ses soirées et ses nuits. À parier et à jouer. Ce n'est pas merveilleux? Il suffit de gratter un peu pour que le charmant portrait de famille se désagrège et que le joli chromo se transforme en vieille crotte. Mais pour parfaire le tableau, il y manque la pauvre fille dévoyée. Que cela ne tienne, il n'est pas nécessaire de frotter longtemps. Voilà qu'elle émerge dans sa posture vulgaire. On l'a trouvée! La jeune fille est enceinte et elle cherche à se faire avorter. Mais comment oses-tu? Quel monstre es-tu? Je viens reprendre ma place et repeindre le tableau. Maman! Vite, vite, vite! Vite! Qu'est-ce que c'est que ces cris? Je m'en occupe. Panayotis, mon fils, je t'en donne d'arrêter. Obéis, Panayotis. Arrête. Mais enfin, mon fils, qu'est-ce qui t'a pris? C'est insensé! Demande à l'oncle Andreas. C'est lui le responsable de tout. Tu tiens vraiment à ce que je révèle tout, dans le moindre détail? Est-ce que tu le veux vraiment? Penses-tu que tes parents soient prêts à découvrir l'envers du décor? Mais Andreas, peux-tu être plus clair? Explique! Silence! Je ne souhaite pas qu'on revienne sur ce qui vient de se passer. Je considère que l'incident est clos. Maintenant, je vous demande de m'écouter attentivement. Je connais les raisons pour lesquelles vous m'avez fait venir.
J'ai parfaitement connaissance de vos ennuis d'argent et je sais que votre maison doit être saisie. Je suis en contact avec votre banque. Et je suis sur le point de trouver un arrangement avec elle. Cela signifie que vos difficultés sont bientôt terminées. Toutefois, je veux m'assurer que mon aide ne sera pas détournée de son but. Je vous offre une chance, pas deux! Je vais mettre de l'ordre dans votre maison et dans vos vies. Je vous garantis la libre jouissance de votre maison, à la seule condition que vous respectiez les engagements que je vais vous demander de prendre. Cela vous concerne tous les quatre, bien entendu. Nous allons donc reprendre calmement le cours du repas. Et je vais vous exposer les modalités de notre accord. Dina! Tu vas aller chercher les Yuvetsi. Et Yorgos, le vin. Pendant ce temps, je vais me rafraîchir le visage et me frotter les mains. À tout de suite. J'ai faim! Il est succulent, ce Yuvetsi. Il y a longtemps que je n'en avais pas mangé d'aussi bon. L'agneau est particulièrement tendre et fondant. Oh, comment y résister? On ne peut pas avoir envie de la dévorer, cette friandise livrée en pâture. Quelle jouissance. Je te félicite, ma sœur. Tu ne t'es pas doué pour la cuisine, mais il est évident que tu as fait de gros progrès. Je te remercie pour le compliment. Tiens, resserre-moi. Je sais reconnaître le mérite des gens quand ils accomplissent des prouesses, car c'est une prouesse, Yuvetsi. Surtout si l'on considère le peu d'habileté que tu avais autrefois pour les tâches domestiques. Encore un petit peu, s'il te plaît. Tu ne pourras pas dire que je n'ai pas fait honneur à ton plat. Panayotis, verse-moi un peu de cerisier dans mon verre. Il faut bien admettre que tu n'étais pas doué pour grand-chose. Même dans tes études, tu peinais. Panayotis, tu pourrais au moins prendre la peine de sourire. On dirait qu'on t'a arraché une dent. Tu te souviens de ce que disait ton professeur? Élève, pleine de bonne volonté, mais peu douée. Dina était une rêveuse. Une fille imaginative. C'est la singularité de son esprit qui m'a tout de suite plu chez elle. Oh, tu as toujours défendu ma soeur contre vents et marées. C'est beau de voir que tu continues de le faire, de la défendre, de l'aimer. Comme au premier jour, après 30 ans de mariage. Compliment. En parlant de mariage, si je me rappelle bien, on ne doit pas être très loin de la date à laquelle vous avez prononcé vos vœux. C'était en mai, non? C'était bien en mai. Le 7 mai 1988. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mai. Hier était donc le jour anniversaire de votre mariage. Fabuleux! Je n'ai pas eu l'occasion de vous féliciter il y a 30 ans puisque vous aviez négligé de m'inviter. Je vais donc réparer cet oubli. Nous devons donc trinquer. Ce n'était pas un oubli. Tu n'avais pas été invité. Délibérément. Si cela n'avait tenu qu'à toi, il n'y aurait pas eu de mariage. Yorgos, s'il te plaît. Évitons d'aborder le sujet. Nous devons éviter de gâcher
Nos retrouvailles? Oui, ne gâchons pas nos retrouvailles. Nous allons donc trinquer à vos 30 ans de mariage et à nos retrouvailles. Panayotis, remplis les verres de tes parents. Et celui de ta sœur. Je ne bois pas de vin. Tu n'es pas obligé de boire et tu dois trinquer. Tiens donc ta sœur. Avec un peu plus d'enthousiasme, allons. Et n'oublie pas de sourire. Ce n'est pas en affichant ce visage renfrogné que tu vas faire carrière au théâtre. Oh, il est chatouilleux le neveu. Il ne faut pas trop le titiller. Allez, détends-toi. Fais-le au moins pour tes parents qui célèbrent leurs 30 ans de mariage. Allez, lève-toi et trinquons. Stin Yamas. Yamas. Fabuleux ce résumé. Panayotis, serre-moi à nouveau. Cela fait du bien de retrouver cette rusticité et cette rugosité. Oh, cette saveur indomptable que j'imaginais perdue et qui se répand de nouveau dans la gorge. Ah, vous avez-vous un jour demandé pourquoi nous étions incapables de reproduire les saveurs d'autrefois? Et pourquoi, quand nous prétendons en connaître exactement le mode de fabrication, nous ne réussissons qu'à composer un bien médiocre succès d'année? Vous me répondrez sans doute que c'est la faute des industriels, des technocrates de l'Europe. Qu'aujourd'hui, il faut standardiser, normaliser, et faire en sorte que tous les habitants de l'Europe, jusqu'aux Turcs, soient capables de boire un résiné sans faire la grimace. C'est un procès absurde. Les progrès technologiques aujourd'hui permettent de fabriquer de bien meilleurs produits. Ce qui nous empêche de retrouver les saveurs d'antan, c'est cette foutue nostalgie, cette croyance inepte qu'auparavant nous vivions dans un monde parfait, mais qui affadit notre discernement. Pour retrouver les goûts d'autrefois, il faut recréer la violence d'une première fois. Aujourd'hui, avec ce résiné, je respire un parfum de première fois. Nous savons que la situation te réjouit. Il est inutile que tu le soulignes. Ce que nous voulons maintenant, c'est que tu en viennes aux faits. Oui, Andreas, tu nous as parlé d'un accord et il est plus que temps de nous en soumettre les conditions. Quelle impatience! Il y a 30 ans, vous manifestiez déjà cette même ardeur et ce même empressement, toujours à contre-temps. Je t'en prie, Andreas, nous te demandons d'en venir à l'accord que tu nous proposes. Le moment n'est pas arrivé! C'est prématuré. Pour l'instant, je savoure ton délicieux repas. Mais pourquoi est-ce que tu nous rendras fous? Nous parlerons de notre petit arrangement bientôt quand je l'aurai décidé. Pour l'instant, c'est inopportun. Comme était inopportun votre mariage. Andreas, c'est du passé. Nous t'avons déjà dit que nous ne voulions plus en parler. Vos rêves étaient médiocres. L'indolence conjugale, la torpeur du foyer, vous reproduire. Quel manque d'imagination. Quel anéantissement.
J'avais de plus grandes ambitions, moi. Et voilà que vous mettiez au travers de ma hotte. S'il te plaît, Andreas, je ne souhaite pas en entendre davantage. Maman, je pense au contraire que nous devons écouter ce qu'Andreas a à nous dire. Oui, c'est lui qui mène la danse. Autant le laisser faire. Merci, les enfants. J'ai la conviction que vous n'êtes pas encore perdus. J'ai le sentiment qu'une part de vous-même pense comme moi. Comme moi. Vous comprenez que l'amour et le bonheur conjugal sont improductifs. N'est-ce pas, Zoé? Toi qui as décidé d'écarter, de tuer dans l'œuf pour me dire ce qui allait t'asservir. Tu as une façon de présenter les choses. Que veut-il dire, ma fille? Je ne comprends pas. Non, bien sûr que tu ne comprends pas. Tout comme toi, Yorgos. Tous les deux, vous êtes des exemples de servilité. Vous vous êtes toujours accommodés de la médiocrité, alors quand votre fille et votre fils souffrent de vivre enfermés dans une vie bornée et tentent de s'en échapper, vous n'êtes pas en mesure de le voir. Vous n'avez que votre insignifiance à offrir. Tu es injuste avec nos parents. Ils ont toujours été bienveillants. Être bienveillant, c'est se soumettre. C'est un obstacle de plus grande aspiration. Tous les hommes qui ont bâti ce monde n'avaient que faire de ces savaises. Vos parents ont fait preuve d'égoïsme et de volerie en voulant contrarier mon ambition au profit de leurs préoccupations pantouflardes. Tu dépasses la mesure. Nous traiter d'égoïstes, tout de même? Et en quoi vouloir nous marier était égoïste? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était inopportun. Un mariage, ça coûte cher. J'avais besoin de l'argent qu'allaient coûter les festivités. C'est pour de l'argent que tu as fait en sorte que nos parents me chassent de la maison? Ouais, pour de l'argent. Devrais-je en avoir honte? Dis-moi pourquoi l'argent serait-il un motif moins noble que vos rêves, petits bourgeois? Hein? Mais avais-tu besoin d'aller dire à nos parents que Yorgos et moi nous nous droguions? Je l'avoue que sur ce point, j'ai manqué d'un peu d'imagination. Mais il y avait urgence. Il me fallait que cet argent coûte que coûte, puisque la crise immobilière battait son plein, mais je sentais qu'elle irait bientôt à son terme. Il me fallait donc coûte que coûte cet argent, j'en ai profité. Voilà. Tu n'as donc jamais éprouvé de remords? Seuls ceux qui ne savent pas profiter de leur position et de leur réussite éprouvent des remords. En effet, tu sais jouir de ta position, toi. Un véritable débordement. Que tu approuves? Je ne comprends pas. Cet acharnement à nous accabler. Qu'est-ce que tu gagnes à ce jeu? Oui, qu'est-ce que tu y gagnes? Tu as prétendu venir nous aider? Mais alors, si c'est vraiment ce que tu souhaites, nous aider, alors fais-le! Et épargne-nous cet étalage de cynisme. Les enfants se rebellent. C'est la bonne attitude. Mais vous vous trompez d'adversaire, ce n'est pas moi qu'il faut combattre. Oui, je suis là, en effet, pour vous aider et vous faire comprendre que si vous voulez trouver votre propre chemin, eh bien, la première des choses à faire est de vous affranchir de vos parents. Et il faut les expulser de votre vie une fois pour toutes. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est cela ta dernière trouvaille? Tu veux que nos enfants nous rejettent? Vous faites partie du vieux monde. Vous ne faites que perpétuer un ordre qui n'a plus cours. La vie que vous offrez, c'est une vie sclérosée. Cette vie-là, vos enfants n'en veulent plus. Et ils ne parviendront à s'en soustraire seulement, je dis bien seulement, s'ils brisent délibérément les chaînes de leur asservissement. Et ils ont déjà commencé à le faire. Tout ça, ce sont des foutaises. Je n'ai pas besoin de renier mes parents pour affirmer qui je suis et vivre ma vie telle que je l'entends. Alors dis-moi, pourquoi tu leur mens? Comment ça, je leur mens?
Pourquoi tu ne leur dis pas ce que tu as prévu de faire dans quelques jours? Parce que c'est une affaire personnelle. Et je n'ai pas envie de la partager. On n'est pas obligé de tout dire. Mes parents ont toujours eu le discernement de ne pas m'interroger quand ça regardait mon intimité. C'est affaire de respect. Cela exige de la pudeur et de la discrétion. Toute chose dont tu es dépourvu. Je ne suis pas dépourvu de liquidité et c'est bien ça qui m'amène, non? Tu as toujours eu ce mot-là à la bouche. L'argent. Et tu crois que tu vas payer tes dettes avec de la pudeur et de la discrétion? En réalité, c'est toi qui fais partie du vieux monde. Ton cynisme ne fait plus recette. Ton monde va disparaître bientôt. Nous allons le balayer. Oh mon Dieu, j'ai peur. Oh, vas-y, tu peux te moquer. Vas-y, continue de fanfaronner puisqu'il paraît que tu aimes ça. Oui, je me moque. Quoi que vous puissiez dire, je sais comment ça finira. Oui. Vous allez finir par vous mettre à genoux et me supplier. Tu penses vraiment que nous allons implorer ton aide? C'est bien ce que vous venez de faire en m'invitant aujourd'hui, non? Nous espérions un coup de pouce de ta part. Mais de là à t'implorer. Je savais que nous n'aurions pas dû. Au contraire, maman, c'est parfait ainsi. La rencontre avec Andreas nous a permis de savoir ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Andreas, tu as fait une erreur de jugement. Tu as cru que nous allions accepter toutes tes conditions sous prétexte que nous avions besoin d'argent. Ce que nous voulons, c'est la maîtrise de nos vies, uniquement, en toute dignité. Ce que tu proposes, c'est de la tyrannie. Je ne vois pas ce que nous pourrions y gagner. Une maison. Mais cette maison est déjà à nous. Elle le restera. On se battra pour ça. Mais nous ne vendrons pas notre âme. Bravo, ma fille. Tu vois, Andreas, il y a des principes sur lesquels nous ne sommes pas prêts de transiger. Ce n'est pas négociable. Garde ton argent, on n'en veut pas. Non, on n'en veut pas. On se débrouillera. Sans toi. Alors, je vous souhaite bon courage. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Je n'ai plus rien à faire ici. Ça ne m'amuse plus. Vous êtes navrant. C'est dommage. Je lui avais préparé son gâteau préféré. Un galactoborico. Qu'allons-nous faire? Maintenant que mon frère est parti, nous n'avons plus aucune solution. Nous en trouverons une. Ne t'en fais pas. Oui, bien sûr, nous allons en trouver une, forcément. Il suffit de nous retrousser les manches et de faire appel cette fois-ci à des personnes de bonne volonté. Tu sais, le monde n'est pas composé que de charognards comme Andreas. Finalement, quand on réfléchit, les charognards sont très peu nombreux. C'est parce qu'ils occupent des postes clés et qu'ils ont établi des réseaux d'influence. Ça nous donne le sentiment qu'ils pèsent aussi fortement sur nos vies. Mais nous sommes plus nombreux. Et c'est notre force. Et concrètement, qu'est-ce que tu proposes? Je propose de faire appel à nos amis, à nos connaissances. Forcément quelqu'un qui sera en mesure de nous aider. Tu m'avais pas parlé d'un de tes amis qui était avocat? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée.
Je lui dois de l'argent. Mais de l'argent, on en a. Comment ça, on en a? Mais oui, l'enveloppe. Moi aussi j'en ai une. Mais d'où tirez-vous ces enveloppes? C'est une gratification d'Andreas. Il a essayé de nous soudoyer. Mais nous avons refusé. Combien y a-t-il? Mais oui, combien? 15 000. 15 000 pour moi aussi. Cela fait 30 000. 30 000 drachmes? 30 000 euros, Dina. 30 000 euros? Mais c'est une somme! Certes, mais ce n'est pas assez pour payer la maison. C'est assez pour rembourser les dettes de Panayotis et nous laisser le temps de nous organiser. Panos, tu vas contacter cet avocat et lui demander de nous aider. Si j'ai bien compris, il défend les activistes anti-saisie. C'est bien ça. Tu comptes empêcher la saisie de la maison? Comment comptes-tu t'y prendre? Nous allons rameuter du monde et empêcher que se déroulent les enchères de la maison. Malheureusement, ton idée est périmée. Les enchères se dérouleront bientôt sur Internet. Si je me souviens bien, mon ami m'a parlé d'une loi qui permettrait d'éviter la saisie d'une maison. La loi Katselis. Oui, c'est ça. C'est une loi de 2010. Elle date du gouvernement Papandréou. Depuis, elle a été remaniée, vidée de sa substance, toujours en faveur des banques. Il faut remplir un nombre de conditions inimaginables. Elle est tellement restrictive que je doute qu'elle protège qui que ce soit. Nous en parlerons avec l'avocat. Il sera à même de nous conseiller et de nous aider dans nos démarches. Qu'est-ce que tu cherches, Dina? Quelqu'un sait-il où se trouve ma revue? Je l'avais posée sur le guéridon, elle n'y est plus. Nous parlons de choses sérieuses, Dina. Et toi, tu ne songes qu'à ta revue. Oh, il y avait un article intéressant et je voudrais le retrouver. Tu ne vas pas encore nous casser les pieds avec l'Eurovision. Pour qui me prends-tu? Tu crois que je n'ai pas le sens des réalités? Vous avez toujours l'air de penser que je ne m'intéresse qu'à des futilités. Ah! Le voilà, ce magazine! Tu nous envoies ravis. Attends un peu et tu te réjouiras vraiment. Ah! Je savais que j'avais lu ça quelque part. Suspension de saisie immobilière sur la région d'Athènes pour une durée de 6 mois. Fais-moi voir ça. Il semble, les enfants, que l'avenir s'annonce bien meilleur que nous le pensions. Comment peux-tu en être aussi sûr? Ah, lis, mon fils, c'est une bonne nouvelle. Il parle d'une suspension des procédures de saisie. Pour une durée de 6 mois. Et après? Et après quoi? Oui, et après, quoi? Mais enfin, vous le faites exprès. Je ne comprends pas, explique-toi. Oui, éclaire-nous. Mais enfin, c'est insensé. Mais qu'est-ce qui est insensé? Il n'y a rien qui vous gêne. Qu'est-ce qui devrait nous gêner? Vous savez ce qui est écrit? Oui, Panayotis, on sait lire. Oui, on sait lire, oui. Vous savez ce que ça signifie? Oui, ça signifie que nous avons 6 mois de trêve. Et ensuite? Et ensuite quoi? Oui, et ensuite, quoi? Ensuite, les hostilités reprennent. Et on en revient au même point. Mais bien sûr que non, Panos. Les 6 mois, nous les aurons mis à profit pour créer un plan de bataille. Quel plan de bataille? Tu penses vraiment qu'en 6 mois, nous aurons réussi à réunir la somme suffisante pour payer nos dettes? Mais c'est toi qui comprends rien. C'est pas cette stratégie que nous devons avoir, bien sûr que non. Cette stratégie est vouée à l'échec. Parce que tu crois que la tienne ne l'est pas? Tu peux essayer d'arrêter toutes les procédures, tu ne parviendras qu'à les freiner. Au bout du compte, on devra payer. On devra quitter la maison. L'obstruction, mon fils, nous permettra d'y rester le plus longtemps possible. L'obstruction. Et une fois qu'il n'y aura plus rien à obstruer, qu'offrons-nous? Nous aurons toujours le temps de voir en temps venu. Voilà, nous aurons le temps, mais nous aurons gagné 6 mois. Si malheureux petits mois. Comme toujours, dans cette famille, vous êtes des gars petits. Panayotis! Visez l'insignifiance et la médiocrité. C'est une véritable vocation chez vous. Panayotis, je ne te permets pas. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon fils? Oui, qu'est-ce qui t'arrive? L'oncle Andreas t'a embrouillé le cerveau. Andreas, lui, au moins, a de l'ambition.
Il sait ce qu'il veut et il l'obtient. Il ne s'embarrasse pas de vos petits scrupules et de vos rêves étriqués. Il voit grand! Oh, c'est clair que tu t'en donnes les moyens, toi. Tu peux ironiser, mais tu n'es pas mieux. Que veux-tu dire? Tu n'as qu'une seule ambition. Que les pauvres restent pauvres! Mais c'est idiot ce que tu dis. Je me bats tous les jours contre la pauvreté. En effet, une vraie passionnariat, l'Antigone des indigents. Mais en réalité, c'est un rôle que tu as choisi. Car tu sais que la seule façon pour toi d'avoir du pouvoir est de te reléguer à la marge. Tu chéris les nécessiteux, les exclus, les parias, parce qu'ils servent ton combat. Plus ils agonisent, plus tu exultes. Le désespoir, ça te fait mouiller! Mais enfin, mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne t'ai jamais entendu parler ainsi! À force de fréquenter les tripots, il en a adopté le langage. Qu'est-ce que tu dis, ma fille? Les tripots? Mais pourquoi utilises-tu ce mot tripot? Ou croyez-vous que Panayotis ait contracté ses dettes? Tripot. Comme un bouge, un claque. Une maison de jeu! Une maison de jeu? Tu fréquentes les maisons de jeu? Tu joues de l'argent, mon fils? Tu crois que je joue avec tes... Avec tes putains de combolailles! Ne me parle pas ainsi! Oh, je vais c'est un vrai cauchemar! Oui, je joue avec de l'argent! Contrairement à toi, Zoé, je ne ressens aucune fierté d'être pauvre. Au contraire, il me tarde de gagner de l'argent, de pouvoir claquer des doigts et de m'acheter ce dont j'ai envie sans jamais me contraindre. À quoi ça sert de lutter contre les injustices, de se battre contre la misère du monde, si c'est pour défendre un monde où il serait interdit d'être riche? Mais non! Un monde où il serait interdit d'être pauvre! Ton monde ne me fait pas rêver. Dans ton monde, rien n'est possible, car tout est contraint, au nom de l'égalité et de l'équité. Tout le monde perd, car s'enrichir est une offense. Mon fils, je ne te reconnais pas. Que sont devenus tes rêves? Je n'ai jamais eu aucun rêve. Mais si, tu rêvais de théâtre. Tu avais même décidé de devenir comédien. Foutaise! J'ai vite compris que le théâtre ne mènerait à rien. C'est devenu une couverture qui me permettait de justifier mon désœuvrement. Tu ne dis rien, Yorgos? Que veux-tu que je dise? Tu as basourdi. Tu es déçu. Je le vois bien, tu es déçu. Le plus incroyable, c'est que cela ne fait ni chaud ni froid. Tout enfant est condamné à décevoir ses parents, quoi qu'il fasse. Je viens de le comprendre. Je crois qu'il est temps pour moi de quitter la maison. Adieu.
parler, vous n'avez plus de voix. Je suis désolé de l'incident qui est arrivé en fin de pièce. Bon. Alors, bah... Donc, c'est la dernière pièce de la 39e édition. On est content. Alors, la salle est un peu difficile. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai plus vraiment de voix, parce que j'ai un peu trop poussé. Parce que le son est un peu... Voilà, bon. Et puis, bah, je suis content de cette... Enfin, alors, donc, en fait, je vais dire... Au niveau de la mise en scène, il n'y a pas que moi. Hein, parce que normalement, il y a Salomé Blanc. Voilà. Et puis aussi Antoine. Il y a aussi Antoine qui a participé. Et puis, ils ont participé en tant que comédien, mais vraiment participé. On a très bien mangé, parce que les Yuvetsi, c'était du vrai Yuvetsi. Et le Galactoboleco, c'était du vrai Galactoboleco. Mais vous n'en avez pas, je suis désolé. Que dire, remercier toute l'équipe de l'ICAM. Et puis je vais arrêter de parler, parce que je vais présenter les gens, mais je vais arrêter de parler, j'en peux plus. Si tu veux, on se présente. Hein? Tu veux qu'on se présente? On va se présenter. D'abord Antoine. Salomé. D'abord toi, parce que c'est une femme, voilà. Donc Camille. Et Nicolas. Et pour terminer, pour ceux qui n'avaient pas compris, en fait, l'auteur, c'est moi. Ah oui, à la régie, comment ça s'appelle ? J'ai oublié mon texte. Didier. Désolé, Didier. Et puis je remercie aussi tous les autres metteurs en scène de cette édition qui sont là. J'en vois quelques-uns, je vois Luc. J'ai Luc qui est là. Et Tanguy, là-bas, aussi. Et là. Bah merci, puis bonne soirée, puis on en discutera après. Bah, si je peux. Yamas.